retour sur le plateau du Grand Direct, c'est l'heure de l'invité de cette édition. Il s'agit d'Uzi Rabi, directeur du centre de recherche Moshe Dayan. Vous êtes spécialiste des questions au Moyen-Orient et en Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Alors il s'en passe des choses dans ces régions. On va parler tout d'abord du Yémen, car pour la première fois dans leur histoire récente, les pays arabes se sont alliés militairement pour intervenir au Yémen. À la tête de cette coalition, il y a l'Arabie saoudite qui jusque-là faisait preuve de retenue. C'est un tournant dans la politique étrangère de l'Arabie saoudite. Je pense, oui, qu'il y a pas seulement un tournant de l'Arabie saoudite, il y a un tournant dans toute la région. Nous parlons d'un changement géopolitique très profond au Moyen-Orient. Il faut prendre en considération que l'Arabie saoudite réagit à une menace directe qui lui provient du Yémen, de la même manière que la Jordanie réagit à ce qui se passe en Syrie. Quelle est la signification de cette situation que dans ce Moyen-Orient, lorsque les États-Unis se retirent et sont beaucoup moins dominants et qu'il y a l'Iran qui fait preuve d'un appétit tout à fait important, eh bien, les pays comme l'Égypte et la Jordanie prennent leur destin en main et nous devons également ajouter concernant le Yémen que le Yémen, c'est pas seulement une guerre par intermédiaire, c'est une guerre qui peut avoir potentiellement quelque chose de beaucoup plus important. Arabie saoudite en face de l'Iran, nous obtenons de nombreuses choses qui peuvent nous devons prendre en considération que nous pouvons assister à un élargissement du conflit. Alors justement, quel est-il ce risque d'embrasement régional, puisque vous l'avez dit, il y a une lutte d'influence qui se fait aujourd'hui entre ces deux pays, l'Arabie saoudite et l'Iran. C'est une guerre de procuration qui se joue aujourd'hui au Yémen. Je pense que c'est une guerre par procuration pour l'instant. Les Houthis sont des chiites au Yémen et ils sont soutenus par l'Iran. Et ce que tente de faire l'Arabie saoudite, c'est de faire en sorte que le président déchu soit rétabli. Mais, comme je l'ai dit auparavant, les Saoudiens font preuve d'une détermination qu'on ne leur connaissait pas. Et leur ambassadeur à Washington disent aux Houthis qui sont soutenus par l'Iran, si vous ne vous rendez pas, vous serez détruits tout simplement. Et c'est une position très ferme. Et là, bien sûr, les gants sont enlevés, les masques sont enlevés et peut-être autre chose, les Saoudiens demandent l'aide des Pakistanais. Un autre pays sunnite tout à fait important qui est une puissance nucléaire, qui a des liens avec l'Arabie saoudite et par conséquent nous constatons un élargissement des cercles du conflit des sunnites contre les chiites, les arabes contre les perses, et ce que nous obtenons c'est ce qui s'est passé auparavant, les conflits historiques, les conflits antiques, des conflits qui reviennent au devant du jour et qui sont très anciens dans la région, et c'est une histoire tout à fait différente. Alors dans ce jeu-là, justement, qui est-ce qui a l'avantage d'un point de vue militaire? Est-ce que c'est le camp iranien ou bien celui de l'Arabie saoudite? L'Iran est un grand pays. L'Iran est un grand pays au Moyen-Orient. Il faut prendre en considération le fait que c'est un pays qui existe depuis 3000 ans. Et c'est un pays qui a une expérience militaire. C'est un pays très subtil d'un point de vue diplomatique. Ce que les Iraniens parviennent à faire, c'est construire, obtenir de très nombreux émissaires à travers la région. Et on le voit au Yémen. Les Saoudiens se sont toujours préparés, mais les Saoudiens avaient bénéficié du parapluie américain. Et il y a l'impression, parmi plusieurs facteurs,
leaders qui étaient auparavant pro-américains, que les États-Unis ne sont plus ce qu'ils étaient auparavant, ne sont plus une puissance sur laquelle ils peuvent toujours compter. Et par conséquent, ils prennent leur destin en main, ils établissent des coalitions régionales, et c'est la logique du système géopolitique moyen-oriental actuel. C'est très différent de ce que l'on connaissait au siècle précédent. Chacun est pour lui-même et chacun sert ses propres intérêts. Par conséquent, il y a une répartition tout à fait différente. Et on peut constater l'établissement de coalitions ad hoc, de coalitions pour telle ou telle question. Et par conséquent, un Moyen-Orient beaucoup plus compliqué et subtil que ce que l'on avait auparavant au XXe siècle. Alors une région qui est compliquée, d'autant plus compliquée qu'aujourd'hui, le camp sunnite redoute de voir un Iran nucléaire. Je voudrais qu'on parle de cet accord qui se profilerait. On parle du prochain rendez-vous le 30 juin. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez à un accord historique? Je pense que oui, on parviendra à un accord, et je pense que les Iraniens ont découvert que cet accord ne comportait que des avantages de leur point de vue, avec un accord qui leur donne une légitimité, une économie plus solide, une légitimité moyenne régionale et internationale, et c'est un accord qui reconnaît leur capacité nucléaire pour des objectifs civils, mais il est clair que d'une manière très rapidement ils pourront. On va rappeler ce qu'a dit Barack Obama, que l'Iran pourrait se doter de l'arme nucléaire dans 13 ans. Oui, c'est tout à fait le point, le sujet, que le fait est que l'Iran bénéficie de cet accord à la fois économiquement, à la fois géopolitiquement, à la fois sur le point de vue du nucléaire. Mais l'accord renforce l'Iran d'un point de vue géopolitique. Ce que Barack Obama a fait en 6 années de mandat, c'est faire de l'axe chiite l'axe central du Moyen-Orient. Il y a, oui, vous avez raison, la plupart des puissances sunnites sont très inquiets d'un Iran devenu puissance nucléaire, et il faut prendre en considération qu'on ne peut pas l'expliquer d'une manière rationnelle, comment peut-on les défendre, parce que il y a des peurs existentielles qui proviennent de très loin dans l'histoire, et les peurs qui concernent la lutte des Arabes contre les Perses, des chiites contre les sunnites, et par conséquent, ces pays vont se défendre même de n'importe quel moyen. Et ils peuvent on peut tout à fait obtenir une course à l'armement nucléaire au Moyen-Orient, et donc cet accord est mauvais, pas seulement parce que l'Iran peut devenir une puissance nucléaire, mais parce qu'il remet au goût du jour les conflits au Moyen-Orient, il permet une renaissance des conflits moyen-orientaux ancestraux, et je vous rappelle que dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, l'État islamique perpétue un massacre, et il y a 6-7 millions de réfugiés au Moyen-Orient, au cœur du Moyen-Orient. Qui va s'occuper de ça? Et le monde n'a apparemment pas la volonté et la capacité de s'occuper de ce genre de problème. Et encore une fois, chacun s'occupe de ses propres intérêts, et par conséquent, la situation est très difficile. Merci beaucoup, Ouzi Rabi, pour cette analyse fascinante. Merci à vous. Avant de se quitter, cette information qui vient de nous parvenir, elle concerne les attentats de Boston. Le jury reconnaît Dzhokhar Tsarnaev coupable à l'unanimité. Cette information vient de tomber, et vous allez en entendre parler dans ce journal qui suit, qui va vous être présenté par Dror Even Sapir. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Passez une très belle soirée sur notre antenne.